Bonjour Patrick Villiers. Bonjour tout le monde, bonjour les États-Unis et les Français d'Amérique. Où la flotte royale a-t-elle construit l'Hermione d'origine? En France, la flotte de guerre française est dans les arsenaux. Et on a 3 grands arsenaux en France, Brest, Rochefort et Toulon. En temps de guerre, et donc là en 1777 on se prépare à la guerre, eh bien Rochefort et Toulon vont être des grands lieux de construction des bateaux, et Brest va être le lieu où on construit effectivement des vaisseaux, mais surtout où on les répare et où on les entretient. Donc la flotte de guerre française, c'est 60 vaisseaux. Eh bien, il y en a généralement entre 30 et 40 à Brest, une dizaine à Rochefort et, selon la stratégie, 10 à 20 à Toulon. Donc, mais la construction, c'est Rochefort. Et alors, à Rochefort, comme la guerre se prépare, on a besoin d'un nouveau type de vaisseau qui coûte moins cher que le vaisseau de guerre, qui s'appelle la frégate. Alors, qu'est-ce qu'une frégate? La frégate, c'est un navire de guerre à un pont. Ça fait 50 à 55 mètres de long. En hauteur, ça fait 40 mètres de haut, mais il n'y a qu'un pont de canon. Par contre, le pont de canon, c'est le pont supérieur, et en dessous, on a un entrepont où va loger l'équipage. Et en dessous, au niveau de la flottaison, et en dessous, vous avez la cale. Alors surtout, il faut bien comprendre, les matelots ne vivent pas dans la cale. La cale, c'est pour la nourriture, c'est pour l'eau, parce qu'un navire de guerre, comme une frégate, part avec 4 mois d'eau, quelquefois avec 6 mois d'eau, et 4 mois de vivre ou 6 mois de vivre. Quand on part de France ou d'Angleterre ou d'Espagne, le navire de guerre est autonome pour 4 à 6 mois. Et pourquoi dit-on que l'Hermione est une frégate de 12? Le vaisseau se définit par le nombre de canons. Donc on va dire un vaisseau de 50 canons, un vaisseau de 50, le plus gros vaisseau c'est 120 canons. Et frégate de 12, c'est le calibre du canon. La frégate n'a qu'un nombre de canons limité, la plupart du temps c'est 26 canons, donc 13 de chaque côté, et les canons tirent des boulets. Et le boulet est défini par son poids. Boulet de 8 livres, boulet de 12 livres, boulet de 18 livres. La livre, c'est la pound, c'est 500 grammes. Donc, alors, pendant la guerre de 7 ans, on a construit des frégates de 8, mais on a augmenté la puissance. Et sous la guerre d'indépendance américaine, on va utiliser des frégates de 12, et à la fin, on va utiliser des frégates de 18. Donc, qui tirent des boulets de 6 kg ou des boulets de 9 kg. Les Anglais utilisent plutôt du calibre 9, donc c'est-à-dire plus que 8 et moins de 12, donc 4,5 kg. C'est un tout petit peu moins puissant. Et combien de mâts compte une frégate? Alors, la frégate a la même mature qu'un navire de guerre. C'est pour ça qu'on dit que la frégate, elle a un gréement de navire du roi, c'est-à-dire qu'elle a 3 mâts. En fait, elle a un mât incliné à l'avant, qu'on appelle le beaupré, un mât de misaine, un mât central, qu'on appelle le grand mât, et un mât arrière, qu'on appelle l'artimon. Alors chez les Anglais, c'est le contraire. L'artimon, c'est le mizzenmast. Donc, il faut toujours qu'on fasse des choses contraires, les uns et les autres. Donc voilà, il y a 3 mâts. Alors, ces mâts coûtent très très cher. Ils sont faits en pin qui vient de Russie, parce qu'il faut que le mât soit souple. Et alors, d'arbres assez grands. Donc, les mâts sont sont décalés les uns sur les autres. C'est pour ça qu'on parle de une. Et on fait coulisser les 3 morceaux. Et au total, on arrive à plus de 40 mètres de haut. Vous imaginez, quand il faut aller dans le gréement à 40 mètres de haut, et ça bouge, parce qu'il y a le vent, il y a la mer, etc. Donc, les meilleurs matelots, on les appelle les gabiers. C'est les meilleurs matelots. C'est très difficile d'être gabier, parce qu'il faut avoir le pied marin, Difficile d'en trouver peut-être aussi? Oui, c'est très difficile d'en trouver, c'est très rare, et ce sont eux qui sont les mieux payés. Quel est le rôle d'une frégate? D'abord, en temps de paix, les vaisseaux coûtent trop cher à naviguer. Une frégate, on va en reparler après, une frégate c'est 200 hommes, un vaisseau c'est 400, 600, 800 hommes. Donc en temps de paix, on n'arme pas les vaisseaux. Donc en temps de paix, si on a des missions de guerre à faire ou montrer le pavillon, on va utiliser des frégates. Ça coûte moins cher, parce que ça utilise que de le fond. Et puis, en temps de guerre, les frégates vont servir pour être éclaireur des flottes de guerre. C'est-à-dire que la flotte de guerre, elle va faire du vaisseau, elle n'a pas de radar à l'époque. Donc, pour savoir où elle se déplace sur la mer, en avant d'elle, on met des frégates. Comme ça, si la frégate se fait capturer, le vaisseau
n'a pas été capturé. Hein. On sacrifie les frégates, etc. Et puis il y a une autre mission des frégates, c'est les convois, escorter les convois coloniaux, ce qui est très important pour la France, l'Angleterre, l'Espagne. Il faut que les convois passent entre les Amériques et l'Europe, parce que c'est la vente des produits coloniaux qui enrichit l'Europe et réciproquement. Et puis enfin, il y a une dernière mission, la frégate, elle sert à transporter les ambassadeurs, hein, ou les gouverneurs. Et c'est comme ça que Lafayette sera envoyé. Mais si Lasdine, quand il revient de France pour les États-Unis, il revient sur une frégate, etc. etc. Qu'est-ce que la route des tonneaux et des canons? Alors ça, c'est une association fort sympathique qui a décidé de faire revivre les tonneaux parce que, donc, Rochefort, j'explique ça pour nos amis américains, Rochefort est sur une rivière qui s'appelle la Charente. Hein. Mais cette rivière, elle a elle-même des affluents qui remontent très très en arrière de la France et qui remontent jusqu'au département qu'on appelle aujourd'hui la Dordogne. Hein. Et ce sont des régions où il y avait beaucoup de vin, beaucoup d'alcool, mais aussi beaucoup de bois et surtout, en Dordogne, il y avait des gisements de fer à ciel ouvert. Mais c'était des... Bon. Et alors, en la Dordogne, qu'on appelait la région à cette époque-là s'appelait le Périgord, eh bien, il y avait des forges de canons dans le Périgord. Et j'ai restauré une grange dans le Périgord à 15 km d'un lieu qui s'appelle la Forge d'Anse, et c'est à la Forge d'Anse qu'on a forgé des canons de la frégate de Lafayette. Donc, le Périgord, il y a deux grands lieux où on fabriquait des canons en France, des canons de fer, attention, c'était des canons de fer. Hein, les deux grands lieux où on faisait des canons, c'était Nevers, le Nivernais, hein, le Massif central, et puis le Périgord. Et alors, les canons pèsent très lourd, donc on les met sur, dès qu'on peut, on les met sur des barques, et on descend les rivières, donc on descend la Dordogne, puis la Garonne, et la Garonne, on arrive en mer, on revient, et on va amener ces canons à la Charente, et c'est là que les canons vont être mis à bord des frégates et des vaisseaux. Donc la route des tonneaux et des canons, route des canons, et route des tonneaux, eh ben, les marins français ont trouvé un truc, parce que l'eau est tellement mauvaise qu'elle rend malade, alors à bord des navires de guerre français, on boit du vin. Voilà. Et donc du vin, eh ben, le vin, alors le roi voulait payer le vin le moins cher possible, alors il achetait du vin de Bordeaux, mais de mauvaise qualité, il achetait des vins de Gascogne, il achetait des vins de Loire, donc... Et puis ce vin est aussi exporté énormément vers Saint-Domingue, vers la Martinique, vers la Guadeloupe. Donc la route du vin et des tonneaux, parce qu'un navire de guerre ne peut pas partir sans vin et sans canon. Combien de temps a duré la construction de l'Hermione? Alors, la construction de l'Hermione, à l'époque, en préparatif de guerre, ça veut dire que le roi a réquisitionné tous les charpentiers marines de France. Tous les charpentiers mobilisés et obligés d'aller dans les arsenaux. Donc c'est un service militaire, hein, ils sont mobilisés pour aller. Donc ils sont à Brest, ils sont à Rochefort et ils sont à Toulon. Et là, eh bien, comme on en a mobilisé des milliers, il faut bien comprendre ça, eh bien, on a été capable de faire l'Hermione en 4 mois. Sachant que qu'il faut pour l'Hermione 1500 chaînes de bois centenaires. Vous imaginez hein, qu'il faut couper en morceaux, tailler, débiter à la scie ou à l'herminette et assembler. Donc c'est un travail extraordinaire. Et on voit que les gens de l'époque étaient des professionnels du bois, de la construction, etc. Mais c'est la même chose en Angleterre hein, ou en Espagne. On a des gens qui travaillent le bois de manière extraordinaire. On commence à avoir des moulins hein, avec des scies mécaniques, mais une grande partie, c'est du sciage, mais une grande partie, ça se fait avec des sortes de haches qu'on appelle des herminettes, hein, pour assembler, et puis le rabot, pour assembler les pièces de bois. Mais 4 mois, ça a été extraordinaire. C'est pour la coque. Hein. Oui. Après, on va mettre les tonneaux, on va mettre la nourriture, on va mettre les canons, on va mettre les mâts, mais la coque, c'est 4 mois. Quand on pense qu'on doit maintenant mettre 15 ans ou 18 ans pour... Oui. Alors là, ce dont vous parlez, c'est la durée de la construction de l'Hermione d'aujourd'hui. Alors il y a toute une série d'explications. D'abord parce qu'on avait perdu le savoir-faire. En Europe, on ne sait plus construire un bateau à la manière du XVIIIe siècle. Donc il a fallu retrouver, on a pris des ouvrages historiques, on a été voir des vieux charpentiers, il a fallu reformer des gens pour faire ça. Il a fallu trouver les bois. Parce que des chênes centenaires, en France, il a fallu les trouver dans les forêts domaniales. Il a fallu demander que l'État, les eaux et forêts, c'est le ministère des eaux et forêts en France,
donne ces bois. Trouver des bois de bonne forme. Parce qu'on essaye de trouver des formes naturelles du bois. Donc du bois qui a des fourches, fourchues, pour l'avant ou pour l'arrière, des bois courbes pour tel ou tel morceau. Donc il y a un travail de repérage qui a demandé des années. Hein. Donc ça, il y a tout ça. Ensuite, on a amené ce bois, et puis enfin, il y a le nerf de la guerre qui s'appelle l'argent. Voilà. Et donc, l'association a vécu avec l'aide de la ville de Rochefort, le conseil régional, mais fondamentalement, ce sont les visiteurs et les gens qui se sont enthousiasmés pour cette association qui l'ont fait. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 4 millions de visiteurs qui sont venus voir la construction de l'Hermione. Hein. Oui, c'est incroyable, mais bon, moi je l'ai visité des dizaines de fois, bien entendu. C'est un travail extraordinaire, c'était magnifique à voir. Quelle fut la durée de la traversée? Alors, la traversée de l'Hermione. En fait, il y a 2 routes pour aller de France vers les États-Unis. Alors, il y a la route qu'on appelle la route des morutiers, c'est-à-dire les bateaux de pêche à la morue qui partaient de Saint-Malo, donc qui partent de la Manche, pour aller longer la Nouvelle-Angleterre et puis arriver sur les bancs de Terre-Neuve. Si vous regardez une carte marine, vous apercevez que la longitude est la même. Hein. On est exactement à la latitude de Brest, c'est la latitude de New York ou de Québec. Ça veut donc dire que quand vous prenez votre bateau à voile et que vous partez de Brest ou de Rochefort, le cap c'est plein ouest. Or, vous le savez, les vents d'Europe, ils arrivent d'Amérique. Donc on a des vents d'ouest. Donc les frégates, les bateaux à voile, vont avoir des vents contraires. Comme ils ont des vents contraires, il faut qu'ils tirent des bords. Alors, on a la route des morutiers qui est partir cap à l'ouest et tirer des bords. Et là, on va être au près serré, les équipages vont souffrir et on va mettre 35 à 45 jours. Hein. Quelquefois moins, mais la plupart du temps là. Et les bateaux vont beaucoup souffrir. Ou alors, on a la route des Jésuites. La route des Jésuites, c'est là aussi la route des Portugais. C'est-à-dire que on descend jusqu'aux Canaries. Et ensuite, on tire un angle Canaries vers New York ou Philadelphie. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des vents qui vont être moins de face, qui vont plus sur les côtes. Donc, le trajet sera plus confortable. Donc, vous faites beaucoup plus de route, mais c'est moins dur. Et c'est cette route-là que va emprunter l'Hermione. L'Hermione va prendre, entre guillemets, la route des Jésuites, si vous voulez. Une route qui sera moins dure pour l'équipage et moins dure pour le bateau. Comment s'appelle le commandant qui a conduit l'Hermione en Amérique? À l'époque? Oui. Oui. Alors, le commandant, il s'appelle Latouche-Tréville. Alors, c'est un personnage tout à fait étonnant, tout à fait intéressant, mais surtout, c'est d'abord le fils de son père. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, le fils de son père? Ben, c'est parce que son père est le commandant du port de l'arsenal de Rochefort. Si vous voulez, c'est le prénom. À partir de Napoléon Ier, le commandant du port, on dirait que c'est le préfet maritime. Aujourd'hui, on dit préfet maritime. À l'époque, on disait commandant du port. Donc, c'est le commandant de l'arsenal de Rochefort. Donc, comme c'est le commandant de l'arsenal de Rochefort, eh bien, il va favoriser la promotion de son fils. Donc, dès que la guerre arrive, il lui confie une corvette. Et, parce qu'il n'est que lieutenant de vaisseau. Donc, une corvette, c'est une petite frégate. Et avec cette corvette, Latouche-Tréville va prendre de très nombreux corsaires anglais. Le roi va le féliciter et quand une frégate va être disponible, eh bien, le roi va donner son accord pour que Latouche-Tréville prenne le commandement de l'Hermione. Il reçoit donc le commandement de l'Hermione en 1779, donc 1 an et demi avant d'embarquer Lafayette. Et avec cette frégate, il va escorter des convois, il va faire des croisières dans l'Atlantique pour lutter contre les corsaires, et il se révèle un très brillant marin. C'est un très très brillant marin. Quel est le nom du bateau anglais combattu par l'Hermione dans la baie de Long Island? Alors, Latouche-Tréville arrive sur la côte américaine, il ne connaît pas la côte américaine. Donc pour aller à Boston, il n'a pas de pilote. Donc il va intercepter un bateau qui se révèle être un corsaire américain. Le corsaire américain lui dit « Moi je ne connais que la route pour Marblehead. » Donc on va à Marblehead, et à Marblehead on embarque des pilotes pour rentrer à Boston. Bon. Et à partir de ce moment-là, Latouche-Tréville est mis à la disposition du Congrès des États-Unis. Et donc pendant 1 an et demi, il va rester à la disposition du Congrès des États-Unis, il va faire des croisières de lutte
contre les Anglais le long de la côte américaine. C'est pour ça qu'il se retrouve au large de Long Island, et au large de Long Island, il va intercepter une frégate anglaise qui s'appelle l'Iris. Hein. Et donc il va y avoir un combat très très dur de chaque côté, où il y a beaucoup de morts et de blessés de chaque côté, et chacun va rentrer en disant qu'il a gagné. Donc c'est un match nul. En revanche, la touche Tréville va s'illustrer un peu plus tard avec la Pérouse, au large de Québec, au large de Louisbourg. Ils vont intercepter un convoi anglais et ils vont capturer les corvettes et les navires de commerce de ce convoi, ce qu'on appelle le convoi de Louisbourg. Alors, Louis XVI a ordonné qu'on fasse un tableau de ce combat de Louisbourg. C'est le seul document où on est la peinture de la frégate Hermione. Pourquoi l'association Hermione-Lafayette a-t-elle choisi de reconstruire l'Hermione, la réplique de la frégate de Lafayette, en 1997 ? C'est un groupe d'amis qui étaient tous de Rochefort, et le port de Rochefort, qui est un ancien arsenal, a été fermé comme arsenal après la Première Guerre mondiale. Donc l'arsenal était vide, les formes de radeaux étaient envasées, et il y a une association qui, pour faire revivre Rochefort, a dit il faut qu'on trouve quelque chose pour faire revivre. Et ils ont eu cette idée, et si on construisait un bateau ? Bon. Un vaisseau, c'était trop cher, trop de bois, trop difficile, etc. Une corvette, c'était trop petit. Et ils se sont dit on va faire une frégate. Et puis après, ils ont dit une frégate, il faut trouver une frégate qui a frappé l'histoire. Et c'est là qu'elle est née et qui a été construite à Rochefort. Donc ils ont cherché l'histoire des frégates et puis ils ont dit ah mais il y a une frégate extraordinaire, c'est l'Hermione. Donc on va reconstruire l'Hermione. Et pourquoi la reconstruction de l'Hermione du XXIe siècle a-t-elle été aussi longue ? Alors, pourquoi l'Hermione a-t-elle été aussi longue ? Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est le même problème. D'abord, il y a eu un problème d'argent, hein, et puis je vous l'ai dit, un problème de bois, un problème de savoir-faire. Il a fallu trouver d'abord des maquettistes qui reconstruisent une maquette de l'Hermione. Ensuite, il a fallu trouver des chantiers navals qui disent « je veux bien prendre le risque ». Il a fallu que toute une série d'institutions donnent leur accord, parce que la frégate l'Hermione aujourd'hui, c'est une frégate qui doit naviguer en respectant les normes internationales. Par exemple, les normes internationales, c'est que vous devez avoir des moteurs. Donc l'Hermione est obligée d'avoir des moteurs. Alors qu'au début, ils avaient dit on va essayer de naviguer à la voile. Vous ne pouvez pas rentrer dans un port d'Europe et même un port des États-Unis si vous n'avez pas de moteur. Oui. Très difficile de sortir avec... Et d'autre part, ce ne serait que des remorqueurs, que des problèmes, etc. Donc, ce qui aurait des coûts de gestion extraordinaires. Donc on a mis des moteurs. Bon. Pour la campagne d'Amérique, l'équipage était constitué d'environ 200 personnes. Oui. Aujourd'hui, l'équipage professionnel est de 17 marins confirmés, aidés d'une cinquantaine de bénévoles, marins amateurs, très avertis et passionnés. Pourriez-vous nous parler des équipages d'hier et d'aujourd'hui ? Quelles qualités doivent posséder les marins ? Alors, on va d'abord parler des équipages d'autrefois. Il y a deux manières de recruter un équipage. Il y a la manière anglaise. Alors, la manière anglaise, les Anglais ont beau avoir inventé l'habeas corpus, le système anglais il est très simple. On n'a pas assez d'hommes pour embarquer sur les navires de guerre, donc on récupère tous les hommes qui ont la mauvaise idée de se promener dans les ports. Donc le soir, dans un port, si vous n'avez pas une auberge pour vous héberger, etc., vous êtes raflés, c'est-à-dire embarqués de force sur les navires de guerre. On va vous payer, mais en moyenne, vous embarquez pour 18 mois à 2 ans. Bon. Alors, les Français et les Hollandais ont essayé de faire la même chose. Mais comme ce sont des continents, eh bien, les hommes se sont échappés, et donc les ports de France ou de Hollande se sont vidés. Donc, on ne peut, en France ou en Hollande, qu'avoir des hommes plus ou moins volontaires. Alors, les Hollandais en ont le plus parce qu'ils payent très cher. Donc les Hollandais, ce sont ceux qui payent le mieux les équipages, beaucoup plus cher, le double des Français ou des Anglais. La France, elle a imaginé un système intermédiaire à partir de Louis XIV, c'est Colbert qui a inventé ça. On a créé des paroisses maritimes. Et dans les paroisses maritimes, tous les hommes sont recensés, et à 18 ans, vous acceptez ou non d'être matelot. Si vous êtes matelot, le roi pourra, jusqu'à temps que vous soyez invalide, vous réquisitionner sur un bateau. Alors en temps de paix, vous êtes matelot au commerce. Mais en temps de guerre, on arrête la navigation au commerce, on arrête la navigation à la pêche à la morue,
et les hommes sont contraints d'aller sur les navires de guerre. C'est ce qu'on appelle le système des classes. Mais le roi vous indemnise en vous allégeant les impôts. Si vous mourrez, votre femme aura une pension de veuve. Si vous avez des enfants, ils seront orphelins de la marine. Et puis, il vous donne un certain nombre d'avantages. Vous ne payez pas d'impôts, enfin, etc. Il y a une petite sécurité sociale. Bon. Donc, le sort des marins français, il est bien meilleur que des Anglais. Mais les marins français vont être vieux. Parce que vous commencez à l'âge de 18 ans, mais vous pouvez avoir 26 ans, vous pouvez avoir 28 ans, vous pouvez avoir 38 ans, vous pouvez avoir 40 ans. Les marins français sont très souvent mariés avec enfants. Et donc, ils sont très fidèles au roi, et après, ils sont très fidèles à la République et à l'Empire. C'est-à-dire qu'ils sont très nationalistes. Parce qu'ils sont très liés, etc. Mais ce sont des marins très très bien formés. Mais on n'en a pas assez. Et donc, en temps de guerre, au bout d'un certain temps, on en manque. Alors, on va embarquer sur des bateaux des gens qui savent beaucoup moins bien naviguer. Alors, prenons l'équipage de l'Hermione. Il y a 200 hommes. Mais en fait, il y a seulement 100 matelots. Alors, qui sont les autres? Les officiers. Il y a très peu d'officiers sur les bateaux anglais ou français. 6 officiers. Y compris le commandant. Vous voyez, c'est réellement très très peu. On a le commandant, on a le second, et on a 3 ou 4 gardes de la marine. Voilà. 6 hommes pour commander le navire, pour officiers. Mais en dessous, il y a des gens qui sont essentiels, qui s'appellent les quartiers-maîtres ou les seconds-maîtres. On appelle les boscos. Donc, ce sont des officiers mariniers. Officiers mariniers, c'est-à-dire que ce sont des marins devenus officiers. C'est-à-dire que c'est l'élite. C'est les meilleurs matelots qui sont devenus officiers mariniers. Alors, ils sont très très bien payés. Et le capitaine s'entend très très bien avec eux. Aucun commandant ne peut naviguer sans ses officiers mariniers. C'est l'élite de l'élite. Et c'est ce qui correspond à nos 17 hommes dont nous avons parlé. En dessous, vous avez les matelots. Pour manier les canons, on utilise des soldats, c'est-à-dire des soldats de troupes de terre qu'on a plus ou moins à mariner. Donc on en a de 40 à 80. Et puis derrière, on a les mousses. Il faut imaginer qu'on a de 20 à 30 mousses qui ont 10, 11, 12 ans. Sur certains rôles d'équipage anglais, on a trouvé des mousses de 9 ans. 9 ans. Vous imaginez 10 ans sur ces bateaux. La vie était terrible. Dans le cas français, la vie des mousses, elle est moins dure que sur les bateaux anglais parce qu'ils sont très souvent avec leur père ou leur oncle, ou leur parrain, parce que c'est que la religion catholique est très forte. Et donc, sur les bateaux de guerre français, on embarque par paroisse. Donc, par exemple, j'ai retrouvé le rôle d'équipage de l'Hermione, eh bien, je peux vous dire qu'il y en a tant qui sont de la paroisse aussi, il y en a tant de Rochefort, tant de l'Île-Dieu, tant de l'île de Léron, où ils sont pas isolés, oui, ils sont par groupe de 5, 6, 7, 8, donc il y a un petit lien familial qui leur permet d'être moins seuls à bord. Dans le système anglais, vous êtes tout seul, vous êtes pris, etc. Donc, ce qui fait que la vie, on dit toujours que la vie à bord des navires français, des navires de guerre français, était meilleure qu'à bord des navires anglais. Mais c'est une vie très, très, très dure. Alors, l'équipage actuel, eh bien justement, on a 17 matelots professionnels qui seraient nos officiers mariniers de l'époque. Et puis, vous avez des jeunes gens et des jeunes filles qu'on a entraînés et qu'on a formés, et qui montent, et puis qui vont carguer les voiles, Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut oublier le cinéma, il faut oublier Capitaine Bligh, les révoltés du Bounty, il faut oublier tout ça. Un mât de navire de guerre, c'est 40 mètres de haut. Quand le vent lève, quand le vent forcit, eh bien, le risque était énorme de perdre des matelots qui tombaient. Donc, sauf si vous êtes poursuivi parce qu'il y a un combat. Autrement, dès que le vent devient trop fort, on cargue, donc on rentre les voiles, on cargue les voiles, et dès que le vent va, on navigue plus que sur les basses voiles. C'est-à-dire qu'au lieu de monter à 40 mètres de haut, on monte à 15 mètres ou 20 mètres. C'est encore bien, bon. Mais vous voyez, on va ménager l'équipage. En plus, l'équipage se fatigue vite. Donc, le bon commandant juge le temps et prend ses précautions. Bon. Et le commandant de l'Hermione, le commandant Cariou, est un homme extraordinaire, donc il saura rentrer les hommes à temps. Pourriez-vous nous expliquer la vie quotidienne sur l'Hermione? Alors, la vie quotidienne sur l'Hermione, là on l'a dit, on est en temps de guerre. Donc on est en temps de guerre, c'est-à-dire que donc, l'équipage est maximum, et le risque de rencontrer un navire ennemi est permanent. Donc, même si on ne dit pas toujours branle-bas de combat, en fait, tout l'équipage est prêt à devoir combattre.
On est comme sur tous les navires d'hier et d'aujourd'hui, les gens sont divisés en deux groupes, ce qu'on appelle tribord et bâbord, les tribordais et les bâbordais. Il y a toujours un groupe qui dort pendant que l'autre travaille, et réciproquement, puisqu'évidemment, de nuit, il faut qu'on continue à manœuvrer les voiles et à gouverner. Donc la journée de 24 heures, elle est organisée en quarts. Alors il y a des quarts de 6 heures et des quarts de 4 heures. Alors 2 jours, tout le monde se retrouve par quart de 4 heures, la nuit on a des quarts de 6 heures, et donc la journée commence de bonne heure. À 6 heures du matin, généralement ça commence par une prière ou par une messe, si c'est le dimanche, on en parlera. Ensuite, on prend un premier déjeuner, et puis on fait l'échange. Donc les tribordais, admettons, montent sur le pont, les bâbordais descendent, et les bâbordais vont pouvoir dormir 4 heures, pendant que les autres font les manœuvres. Sauf s'il y a un ennemi en vue. Où dormait-il? Alors, justement, quand vous visiterez l'Hermione, vous le verrez, on a dit qu'on avait le pont de Canon. En dessous du pont de Canon, eh bien, on a justement l'entrepont qui est sur la cale, donc qui est au-dessus au niveau de la flottaison. Et là, vous avez un espace de 1,60 m de haut, et dans cet espace de 1,60 m de haut, on a des hamacs qui sont suspendus. Donc c'est France, Angleterre, Espagne, tout le monde a le même modèle, c'est-à-dire qu'on dort sur des hamacs. Mais il y a un hamac pour deux. Donc c'est-à-dire que chaque tribordais a son homologue bâbordais. Et sur un navire, chacun a un rôle. Donc, rôle de combat, rôle de quart, rôle de ceci et ça. Donc, à chaque moment de la journée, chacun sait où est sa place. Et pour dormir, vous prenez le hamac de votre homologue. Donc, vous partagez ses poux, vous partagez ses maladies, vous partagez ses fièvres, quelquefois sa femme. Bon, mais, donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les marins sont amelotés. C'est-à-dire que chacun a son double. Bon, alors, donc ça c'est quand tout se passe bien ou quand on est de nuit, etc. Bon. Le jour se lève, la frégate est par exemple chargée de protéger un convoi, donc elle va chercher les navires qui sont dispersés pour les obliger à se remettre dans le convoi. Et en haut du mât, vous avez la vigie qui essaye de voir s'il y a des voiles ennemies qui apparaissent éventuellement. Bon. S'il n'y a pas de voile ennemie et si la navigation est classique, donc on a rotation de 4 heures et l'équipage va donc manœuvrer les voiles, mais en même temps on va lui donner les tâches qu'il y a à faire, raccommoder la voile, vérifier les canons, pour les soldats qui sont à bord, on a dit qu'il y avait des soldats maniement d'armes, enfin donc de toute manière, un bon capitaine donne toujours du travail à faire au matelot, parce qu'autrement, il pourrait avoir des idées. Donc, on donne toujours quelque chose à faire, recoudre une voile, enfin, etc. Donc, le marin ne doit jamais être inoccupé. Voilà. Donc, ensuite, on va manger un déjeuner midi, par quart alterné, c'est toujours la même chose, et puis, donc, de nouveau l'après-midi, et puis, entre 6 h du soir et 8 h du soir, si tout se passe bien, etc., à ce moment-là, eh bien, une sorte de vie un peu tranquille va s'installer, les officiers se mettent à l'arrière, les officiers marines au milieu, et les matelots sont à l'avant. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est quand même vrai sur tous les navires de guerre, mais c'est vrai aussi un peu sur les navires de commerce, l'arrière, c'est les officiers. Le milieu, c'est les officiers mariniers et les soldats, et l'avant, c'est les matelots. Et chaque espace est très séparé dans les têtes. Donc, un matelot ne peut pas aller voir les officiers sans qu'il ait fait une demande. Autrement, il peut avoir des coups de fouet, il peut être... Mais en même temps, sauf s'il y a une raison de service, le capitaine ou le second, etc., n'ira pas à l'avant de l'équipage quand l'équipage est en train de se reposer, etc. Et donc, quand l'équipage est à l'avant en train de se reposer, on chante, on joue de la musique, on fait de la couture, on fait des trucs. Si vous voulez, le moment de repos, c'est juste avant la nuit, et à 20 h, tout le monde doit dormir ou être dans la voilure. Quoi. Donc, vous voyez, on a une vie très très ordonnée, parce que le bateau est un espace très petit, où les risques de conflit entre personnes sont très très durs. Il faut imaginer que seul le capitaine a une cabine, et la cabine c'est 4 mètres multiplié par 3 mètres, vous voyez.
Le second a une cabine, mais qui partage pour les repas avec les officiers. Autrement, pour les autres officiers, c'est une cabine de toile qui fait 1,50 m de large, la hauteur de l'entrepont, que vous partagez avec votre domestique qui couche à vos pieds. Hein? Donc, à travers la cabine de toile, c'est les ronflements, les toux, les bruits, il faut imaginer que les odeurs. Hein, donc, c'est une vie pour les officiers, pour les sous-officiers, pour les hommes, qui est très très dure. Donc, il faut qu'il y ait un ordre pour éviter qu'il y ait des conflits. Vous connaissez tous la révolté de Bounty, vous l'avez vu. Bon, comment se nourrissaient les marins autrefois? Alors, donc on a deux types de nourriture. La nourriture des officiers et la nourriture de l'équipage. Les officiers et les gens privilégiés, comme Lafayette quand il va traverser, sont nourris à la table du capitaine. Donc le capitaine a son propre cuisinier, le capitaine a ses propres domestiques qui prépareront la nourriture et de l'état-major et des passagers qui sont embarqués. Et donc c'est une nourriture spéciale parce que c'est le capitaine qui achète toute la nourriture et le roi le rembourse et les passagers remboursent. Donc c'est pour ça que c'est très important, on voit sur votre équipage, est-ce que vous êtes nourri à la table? Donc nourri à la table du capitaine. Bon. Donc là, la nourriture est meilleure. Et donc, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, quand on embarque, le bateau est chargé de nourriture fraîche. Qu'est-ce que ça veut dire nourriture fraîche? C'est qu'on va embarquer des moutons, on va embarquer quelquefois des bœufs, on va embarquer bien entendu des poules, et on va les tuer au fur et à mesure. Donc quand le bateau part, il faut imaginer qu'il y a une dizaine de moutons avec de la paille, qu'on a une cinquantaine de poules dans des cages à poules, c'est pour ça que certains bateaux de guerre, on les appelait des cages à poules. Au début, on récupère les œufs, et puis après, la poule, on la mange, au pot, bien entendu. La poule au pot. Donc ça, c'est la nourriture des officiers. L'équipage. L'équipage, il va avoir un petit peu de nourriture fraîche au départ, mais fondamentalement, on mange de la viande séchée. La meilleure viande séchée vient d'Irlande, c'est le bœuf séché d'Irlande, qu'on achète par... c'est les munitionnaires de la marine qui achètent. Donc, on a de la viande séchée, du fromage de Hollande qui se conserve très très bien, donc selon les jours, des rations de fromage. Et autrement, ce qu'on va le plus utiliser, c'est du pain de marine, c'est-à-dire c'est une sorte de pain qui est fabriqué dans les arsenaux, c'est une sorte de biscotte très dure, hein, qu'on trempera dans l'eau et le vin pour l'amollir. Et puis comme on est très religieux, il y a des jours maigres et des jours où on mange là, à ce moment-là du poisson séché. Hein. La plupart du temps c'est de la morue séchée et salée. Ou alors les jours de gras, on pourra manger justement un peu de viande de bœuf salé d'Irlande. Voilà. Avant l'Hermione, Lafayette et la Victoire partaient de Bordeaux en 1777 pour prêter main forte aux indépendantistes américains. Pourriez-vous nous reconstituer brièvement l'histoire du marquis révolutionnaire et son épopée, ainsi que le jour du vrai départ pour l'Amérique? Alors, en fait, il faut bien comprendre que Lafayette est très jeune. Lafayette a 17 ans, et contrairement à une légende, il est mineur. Il ne sera majeur qu'à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire en septembre 1782. Et savez-vous la première chose qu'il fait en septembre 1782? Il achète un hôtel particulier rue de Bourbon et il quitte l'hôtel particulier de Beau Papa et de Belle Maman, qui était donc Faubourg Saint-Honoré. Vous voyez donc, son premier acte d'indépendance, c'est acheter son hôtel à 25 ans. Donc jusqu'à l'âge de 25 ans, il est sous la tutelle économique de son beau-père et de sa belle-mère, et sous la surveillance d'un avocat d'affaires qui contresigne toutes les lettres de Lafayette. C'est pour ça que j'ai retrouvé la comptabilité de Lafayette, faite par ce tuteur honoraire. Et il est évident que Lafayette a 17 ans et demi, contrairement à ce qu'il dit dans ses mémoires, on ne peut pas dire « j'achète un bateau », c'est pas possible, il n'a jamais vu la mer. À Bordeaux, il n'a jamais mis les pieds à Bordeaux. Il le charge de 6000 fusils. Lafayette, je ne dis pas qu'il n'a pas vu un fusil, mais ce sont des affaires d'armateurs, ce sont des affaires. Donc, Lafayette, en réalité, devait embarquer pour les États-Unis comme aide de camp du comte de Breuil. Parce que le comte de Breuil espérait que le Congrès le nomme à la place de Washington. Et donc, le comte de Breuil envoie un état-major de France, et cet état-major de France, eh bien, il part avec un bateau chargé d'armes, chargé d'uniformes, chargé d'argent,
Parce que le comte de Broglie sait très bien que les États-Unis ne sont pas capables de payer un tel état-major. Donc, le comte de Broglie vient avec son état-major. Alors, le comte de Broglie, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien chef des services secrets de Louis XV. Donc, il part évidemment avec l'aide de Louis XVI. Et nous savons qu'il y a l'aide de Louis XVI, puisque Louis XVI a donné 4 millions de livres à Beaumarchais, le célèbre écrivain et poète, etc., pour acheter des armes destinées aux insurgents. Et donc, depuis 1776, Beaumarchais, avec également les services secrets espagnols, envoie des bateaux, notamment il y en a plusieurs qui sont arrivés à Boston, et il y a un bateau qui doit partir qui s'appelle la Seine, du nom de la rivière, la Seine de France. Sauf que les Français ne sont pas discrets et l'ambassadeur d'Angleterre s'en aperçoit. Et l'ambassadeur d'Angleterre demande à Louis XVI que sous peine de guerre, la Seine soit immobilisée. Donc Broglie ne peut plus partir, son état-major non plus. C'est à ce moment-là que Lafayette intervient. Parce que Lafayette est victime d'une réforme de l'armée française. Il était capitaine en second du régiment de Noailles, qui était basé à Versailles et à Metz, et le roi décide que tous les régiments vont être divisés par deux. Donc Lafayette était capitaine en second, n'a plus de travail d'officier. Mais il est disponible pour la campagne d'Amérique. Et comme son père est mort dans les bras du comte de Broglie à la guerre de 7 ans, il va voir le comte de Broglie. Le comte de Broglie lui dit d'accord. Mais Lafayette ne peut pas partir sans l'avis du roi. Lafayette dit le contraire. Oui, mais c'est faux, car les archives le montrent. J'ai trouvé un prêt de Beaumarchais de 50 000 livres qui correspond à l'achat de la cargaison. Or, Beaumarchais, c'est les services secrets, c'est Louis XVI. Broglie, service secret. C'est Broglie qui a fait nommer Vergennes ministre des Affaires étrangères. Donc, on est au plus haut niveau de la diplomatie. Mais, on ne peut pas déclarer la guerre à l'Angleterre, car la flotte française n'est pas encore finie d'être réarmée. On est en train de reconstruire la flotte française. Elle ne sera prête qu'en 1778. Donc, en 1777, il faut être discret. Donc, on va partir de Bordeaux. Et qui est le gouverneur de Bordeaux? Le duc de Mouchy. Le duc de Mouchy, c'est qui? C'est le frère du duc d'Ayen, c'est-à-dire c'est l'oncle par alliance de Lafayette. Mais le gouverneur de Mouchy, il dirige à Bordeaux ce qu'on appelle le château Trompette. Le château Trompette, c'est la forteresse de Bordeaux, qui a été démolie aujourd'hui, qui est aujourd'hui la place des Quinconces. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un entrepôt de 40 000 fusils. Oui. Ce sont des fusils que le roi vend à Beaumarchais, à Lafayette, pour aller aux États-Unis. Et alors, la comptabilité de Lafayette est bien claire. Quand il embarque en mars sur la Victoire, le jour où il embarque sur la Victoire, il signe 10 lettres de change à l'armateur reculé de Bas-Marin, à ses amis qui sont autour de lui, qui ont acheté la cargaison. Et donc, il devient propriétaire pour moitié de la cargaison. Et on en a une dernière preuve, c'est que dans le château de la Grange, qui est le château de Lafayette a deux châteaux, Chavagnac et la Grange. Dans le château de la Grange, il y a une lettre qui a été conservée, que je publie dans mon livre. Cette lettre, c'est la lettre de sa belle-mère, la duchesse d'Ayen, signée par sa femme Adrienne, qui disent à l'armateur reculé de Beaumarin, Monsieur de Lafayette va acheter à Charleston une cargaison de 100 000 livres de riz, veuillez la faire assurer. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Les 6 000 fusils sont vendus à Charleston. Ils vont être vendus, on en a la preuve. Ils sont vendus à Creeks, qui est un ami du banquier Morris, qui siège au Congrès des États-Unis. Grosso modo, les fusils vont être vendus 150 000 livres. Lafayette offre 25 000 livres aux autorités de Charleston, qui vont faire un repas énorme pour acheter des armes, etc. Il garde 25 000 livres pour acheter des équipages, des chevaux pour faire Charleston-Philadelphie. Et avec les 100 000 livres, il achète du riz. Pourquoi? Parce que ce riz sera vendu à Saint-Domingue, 150 000 livres. Autrement dit, l'argent de la cargaison, de fusils d'abord et de riz ensuite, paye la campagne militaire de Lafayette. Et alors, le bateau est assuré. Il a raison, parce que quelques jours après le départ de Lafayette pour Philadelphie, la Victoire, en sortant de Charleston, fait naufrage. Bon. Mais il y a l'assurance, une partie de la cargaison est sauvée,
Et donc Lafayette ne va perdre que le prix de l'assurance, c'est-à-dire il va perdre 20 000 livres sur une cargaison de 100 000 livres, s'il n'avait pas été assuré, etc. Bon. Et donc heureusement que belle-maman et Adrienne est assurée. Et au même moment, dans ses mémoires, Lafayette nous dit « Ma belle-mère et ma femme étaient au courant de rien. Elles ne sont au courant de rien, mais elles assurent le bateau. » Et heureusement qu'elles l'assurent. Ce qui fait en réalité que l'expédition de Lafayette est organisée par la famille d'Ayen avec l'aide secrète de Louis XVI. On le fait en secret, mais avec l'aide secrète. Et donc quand Lafayette arrive devant le Congrès des États-Unis avec les lettres de Benjamin Franklin, Lafayette est riche des ventes d'armes, riche. Il n'a pas perdu d'argent, enfin, il a perdu 20 000 livres, mais l'assurance gagne 80 000 livres, donc et il vient devant les Congrès des États-Unis, il dit « Je vais être général, je viens servir à mes dépens, ça veut dire je viens servir gratuitement. » Il a plus gagné avec la cargaison de Victoire que l'équivalent de 10 ans de salaire d'un général américain. Donc il ne vient pas demander au Congrès qu'il n'y a pas d'argent, ce qu'il veut est là. Et c'est là que va se produire quelque chose d'extraordinaire. Bon. Lafayette n'est plus un jeune qui vient pour rencontrer une aventure. Lafayette rencontre les États-Unis, mais il ne rencontre pas les États-Unis comme il dit à Metz, il rencontre les États-Unis à Philadelphie. Et ensuite, il rencontre les États-Unis avec Washington, et il rencontre les États-Unis à Brandywine, avec la bataille de Brandywine. Donc 3 ans voilà. avant le départ de l'Hermione. Voilà. Et donc, Lafayette verse son sang pour les États-Unis. Vous savez qu'il n'y a rien de plus beau pour un Américain que de verser son sang. Donc, à partir de ce moment-là, il devient définitivement américain. Il est adopté par le peuple américain. Il s'est bravement battu, donc on va lui donner un commandement militaire. Et ça aussi, c'est une chose qu'on ne souligne jamais assez. On pense toujours à Lafayette, l'homme politique de la Révolution après. Mais Lafayette est un très, très brillant militaire. Donc, il est très brillant dans cette campagne de Brandywine. Et puis après, quand il va être avec l'amiral Destin autour de Boston, là. Mais surtout, Lafayette va être de nouveau un très grand militaire dans la campagne de Virginie. Et ça, c'est le retour. Quand il revient avec l'Hermione, il va voir le Congrès des États-Unis. Le Congrès des États-Unis va lui donner l'armée qui va aller en Virginie se battre contre Cornwallis. Et là, c'est toute la campagne de Virginie que j'explique, etc. Lafayette est un très très brillant militaire parce qu'il ne se bat pas à l'européenne. Il ne se bat pas contre les troupes anglaises, qui sont des troupes professionnelles, qui défilent, qui ont des armes, etc. Lui, il se bat à la manière des insurgents américains. C'est-à-dire une connaissance du terrain, on a une mobilité, on se déplace avec des chevaux, on traverse à la nage, etc. Et tir d'embuscade pour désarçonner. Enfin, c'est un combat à la manière des Indiens, c'est pas un combat à l'européenne. Vous êtes-vous déjà mis dans la peau de Lafayette? Oui. Mais d'abord, pour l'admirer profondément, il faut imaginer que ce garçon de 17 ans et demi qui part aux États-Unis met réellement sa vie en jeu. Il y a beaucoup d'officiers français qui se sont fait tuer. Le baron de Kalb, qui était venu avec lui, qui est son compagnon, le baron de Kalb se fait tuer en 1780. Donc il y a plein d'officiers français qui se sont fait tuer. Il n'avait aucune garantie de revenir vivant. Donc il abandonne sa femme, ses enfants pour son rêve. Et là, c'est d'où le titre de mon livre, son rêve de gloire. Il veut être général. Il a l'ambition d'avoir une gloire militaire qui a été refusée à son père, puisque son père est mort très jeune. Donc vous voyez, il veut être militaire, il sera un grand militaire. Mais il fait ça de 17 à 25 ans. Bon. Mais beaucoup d'officiers à l'époque sont jeunes aussi. Donc on l'oublie. On pense toujours à Benjamin Franklin, mais tout le monde n'a pas l'âge de Benjamin Franklin. Il y a plein d'Américains comme lui qui sont très jeunes, qui offrent leur vie pour leur pays. Donc c'est important pour un historien de se projeter, voilà, de se mettre dans la peau de son... Oui, mais d'abord parce qu'on ne peut pas écrire sur un personnage si on n'a pas une certaine empathie avec lui, si on n'a pas une certaine sympathie. Mais en même temps, vous êtes dans votre bureau ou dans les archives en train de trouver des documents, et lui, il est dans la vraie vie, quoi, avec tout le quotidien, dont aujourd'hui on ignore tout.
le XVIIIe siècle, c'était le siècle des odeurs, de la puanteur, on ne se lavait pas. Bon, Lafayette a en moyenne 4 à 6 domestiques, 2 ou 4 aides de camp et compagnie, donc ça veut dire qu'il n'avait pas à s'occuper de repasser ses vêtements ou de préparer sa nourriture. Mais les jeunes officiers, eux, l'avaient, ils avaient au mieux un aide de camp ou un domestique. Donc je veux dire, il y avait toute la vie quotidienne à gérer. Bon, Lafayette, vous le savez tous, c'est illustré à Vallée-Forge dans le froid. Eh ben, mais ce froid, il le connaissait très bien, parce que dans le château de Chavagnac, bah, il a affronté le froid. Il y avait une cheminée par pièce, et donc le froid, on connaissait. Hein, je veux dire, donc ce sont des gens qui sont aguerris, qui sont habités à vivre dehors. Ce ne sont pas des urbains comme nous. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont des gens habitués à une vie très très rude, très très dure. Donc, bon. Pensez-vous que l'Hermione va enthousiasmer les États-Unis? Pour vous, le voyage de Lafayette est-il une façon de montrer que nous n'avons pas oublié les liens entre la France et les États-Unis? Alors, j'espère que les Américains vont être enthousiasmés par l'Hermione, parce que c'est une reconstitution de frégate extraordinaire. Mais attention, les Américains, vous le savez, ils ont la frégate la Constellation, qui ont été construites 10 ans plus tard, hein, qui ont été construites en 1794 et 96. Donc, mais les gréements de ces bateaux sont des gréements en fer, hein, parce qu'on n'avait plus de bois, donc quand on les a restaurés, quand on les a fait naviguer au 19e siècle, ce sont des gréements en fer. Là, vous allez voir un gréement en bois, donc c'est un peu différent. Mais dans l'allure générale de la Constitution et de la Constellation, on ressemble à l'Hermione. Seulement là, ils vont voir l'Hermione en train de naviguer, ils vont voir toutes les manœuvres, tout cet équipage, et cette traversée qui est évidemment enthousiasmante. Bon. Et puis surtout, ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas avoir qu'un seul voyage. Il va y avoir régulièrement les traversées dans les deux sens entre la France et les États-Unis. Important de ne pas oublier l'amitié entre... Voilà, alors maintenant, ce qu'il faut savoir et ne pas oublier, c'est que Lafayette sur l'Hermione annonce l'arrivée de Rochambeau et de ses 6000 hommes de soldats professionnels, l'escadre de Ternay qui est de 10 vaisseaux, mais ça ne suffira pas parce que vous savez que les Anglais avaient 30 000 hommes, donc les 6 000 hommes de Rochambeau ne suffisent pas. Il faudra, pour remporter la victoire de Yorktown, que la flotte de guerre française du comte de Grasse, hein, qui est allée escorter un très grand convoi de vivres, de munitions, pour protéger la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue, arrive. Ensuite, de Grasse va prendre les troupes françaises qui protégeaient Saint-Domingue, il les embarque sur ses navires de guerre, et on arrive à Yorktown, où, grâce à la manœuvre de Lafayette, Cornwallis s'est enfermé dans la presqu'île de Yorktown, mais la presqu'île de Yorktown, c'est 3 manœuvres. L'armée de Rochambeau, qui fait plus de 2000 km pour enfermer, les troupes américaines avec Lafayette qui enferment, et puis les troupes françaises du comte de Saint-Simon qui débarquent des navires de guerre français, renforcés par 1000 marins, pour qu'on arrive à créer une supériorité numérique qui va permettre la victoire de Yorktown. Hein? Oui, c'est extraordinaire. En quoi la reconstruction de l'Hermione est importante pour vous en tant qu'historien? Alors, moi je suis effectivement historien du commerce colonial et de la marine, et voir en grand ce qui ne subsiste plus aujourd'hui que par des plans, c'est extraordinaire. Hein. Quand on voit que finalement une cinquantaine, entre 50 et 60 matelots manœuvraient de telles masses de voiles, qu'il n'y avait pas de radar, qu'il n'y avait pas toutes ces aides à la navigation d'aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte que c'était de très très grands navigateurs. Et il y a deux manières de lire. Il y avait des naufrages, mais il y avait d'autres manières de dire, finalement, il n'y avait pas autant de naufrages que ça. Donc c'est extraordinaire de voir des bateaux comme ça, quoi. Et je dois dire que j'ai le plus grand respect pour ceux qui vont naviguer sur ce bateau, le commandant Carliou et les autres. Il faut être de très très bons marins. Mais on va en former, justement, on va former des gens avec ces reconstitutions de bateaux, permettent de retrouver un savoir qu'on a en partie perdu, quoi. Pour finir, je voulais donc présenter à nos lecteurs votre livre Lafayette rêver la gloire, des éditions Monel Ayo. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre livre et puis de vos projets futurs?
Alors, donc ce livre est un co-auteur, hein, donc ce livre je l'ai écrit avec Madame Laurence Châtel de Brancion, pour une raison très simple, c'est que la vie de Lafayette est très longue. Et donc, moi je suis un connaisseur surtout de la marine à voile et de toute la période 1700 à 1790-95, mais la vie politique m'intéresse moins que la vie économique. Et Madame Châtel de Brancion, elle est une spécialiste de la vie politique et de la franc-maçonnerie sous la Révolution française et sous Napoléon et l'Empire. Car Louis XVI, lui, s'il est guillotiné, et donc sa vie s'arrête malheureusement très vite, Lafayette est l'un des personnages français qui ont vécu le plus longtemps. Il meurt en 1834. Et donc, il va voir la Révolution française. Alors, à la Révolution française, ça se passe mal, parce qu'il fait un peu le Washington français. Et puis, il va faire des fautes politiques. Et puis, c'est une période très très compliquée, où d'abord, peu d'hommes politiques français ont survécu. Pensez à tous ceux qui ont été guillotinés. Donc, les Girondins guillotinent les feuillants et les Jacobins guillotinent les Girondins. Et ensuite, ce sont les Jacobins eux-mêmes qui sont guillotinés avec la mort de Robespierre. Et puis après, c'est tout l'épisode du Directoire et de Napoléon. Donc, Lafayette a survécu difficilement à toute cette période. Et il va donc participer, c'est son grand titre de gloire personnel, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est un aspect essentiel de l'œuvre et de la vie de Lafayette. Lafayette a toujours été très très attaché aux droits de l'homme. En 1788, c'est lui qui obtient, avec d'autres, mais que les protestants redeviennent des citoyens français à part entière. Il fait voter aussi un amendement pour le statut des juifs, dans toutes choses qu'on oublie aujourd'hui. Ensuite, il va s'occuper énormément de l'abolition de l'esclavage. Il a écrit en 1700 à plusieurs reprises, dès 1782 à Washington, pour qu'on abolisse l'esclavage aux États-Unis, et Washington lui répond que le temps n'est pas encore prêt. Lafayette va acheter une plantation en Guyane avec des esclaves pour, dit-il, que ces esclaves, on les transforme en salariés pour qu'ils deviennent des hommes libres. Bon, à ma connaissance, personne d'autre avant lui avait eu l'idée de ça. Hein. Donc, l'expérience est interrompue par la Révolution française, et puis finalement c'est Adrienne qui s'en occupe beaucoup plus que Lafayette. Mais d'autre part, quand la Révolution est finie et que Lafayette retourne aux États-Unis en 1824, de nouveau, il va prendre, en s'appuyant sur la franc-maçonnerie américaine, les Quakers, il va tout faire pour que l'émancipation des esclaves se fasse aux États-Unis. C'est son dernier grand combat. Et puis en Europe, c'est l'indépendance de la Pologne, qui n'y parviendra pas, mais il joue un très grand rôle dans l'indépendance de l'Italie. Et donc ces derniers combats, c'est bien l'idée européenne et l'idée des droits de l'homme. Donc votre projet de retourner aux États-Unis alors, oui, je vais être invité effectivement 2 fois aux États-Unis. Une fois à Mount Vernon au mois de juin, où je vais présenter le premier voyage de Lafayette sur la Victoire. Donc, comment c'était une expédition finalement qui était en grande partie soutenue par le roi de France et par la famille de Lafayette. Ça, c'est le premier point. Et je vais participer à une grande exposition qui se tiendra à New York sur Lafayette et l'abolition de l'esclavage. Et donc, je travaille en ce moment sur les papiers de Lafayette et la plantation de Guyane qui sont dans les archives d'Aix-en-Provence et de Paris. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette interview. Et puis donc à bientôt. bientôt. Voilà.